Liban, l'amour possible, chapitre 17. Les nouveaux affrontements qui s'étaient déclenchés dans l'immense ville marquèrent le début d'une autre phase de la guerre, la pire qu'on ait encore jamais vue. Le mouvement visant à renverser le président, qui était alors le chef du parti chrétien, fut suivi d'un appel à sa démission, dont il ne tint aucun compte. De ce fait, les unités de la milice qui avançaient en combattant purent gagner du terrain. S'étant arrêtées à moins de 10 kilomètres du palais, elles le bombardèrent et le président dut s'enfuir de nuit avec sa famille et ses gardes. Quand le matin parut, il n'y avait plus rien à bombarder que les grands chiens du palais et des morceaux d'objets personnels. Ce fut une grande victoire pour la gauche musulmane et une sérieuse défaite pour la droite chrétienne. Lamia et Sami, serrés tristement l'un contre l'autre, écoutaient l'appel désespéré du chef de leur parti, un ultime appel aux armes. Notre peuple et notre armée sont dispersés, criait-il. Nos institutions se disloquent et notre pays est occupé. Il n'y a plus ni gouvernement, ni justice, ni sécurité, ni liberté. La ruine et la destruction s'étendent sur les villages, les agglomérations urbaines et la montagne. Je fais appel à vous, hommes et femmes de ce pays, et vous demande de vous unir pour la patrie. Faites votre devoir, un devoir sacré. Combattez pour votre terre qui se voit acculée au désastre. Il n'y avait rien d'exagéré dans ces paroles, car les Palestiniens progressaient rapidement dans la montagne et gagnaient du terrain sur ce qui, jusqu'alors, était considéré par le Parti chrétien comme de solides points de résistance. Tout laissait croire à une victoire possible des Palestiniens. Ils avancent aussi dans la capitale, dit Sami, d'un air sombre. Lamia, s'ils gagnent partout, qu'est-ce qu'on fera de nous? Je ne sais pas. Je suppose qu'on nous attribuera certains secteurs où nous serons autorisés à vivre, à condition de faire ce qu'on nous dira. Je crois que beaucoup de chrétiens essaieront de quitter le pays. Il en est déjà parti des milliers. Ça alors, tu sais qu'ils ont pris l'hôtel au Holiday Inn, dit Samy avec un petit frisson. Le savais-tu, non? Tu étais dans le jardin en train de cueillir des laitues quand on l'a annoncé. C'était horrible. Ils l'ont pris d'assaut la nuit. Je le sais, tu me l'as déjà dit, interrompit Lamia. Je ne veux plus en entendre parler. Le récit qui en avait été fait à la radio l'avait rendu malade. Et Samy, qui ne manquait jamais d'écouter tout ce qui se disait, y avait ajouté des détails encore plus macabres. Le Holiday Inn, haut de 26 étages, sorte de forteresse tenue par le Parti chrétien, formait une avancée dans le quartier musulman ouest, et la bataille se poursuivait sporadiquement depuis des mois aux abords de ce bastion. Mais cette fois, des officiers très exercés s'étaient joints aux assaillants, et sous le couvert de la nuit, les Palestiniens avaient envahi les bâtiments, enfonçant les portes à coups de pied, lançant des grenades à main et tuant quiconque tentait de résister. Quand ce fut fini, les vainqueurs posèrent pour les photographes autour du corps décapité d'une de leurs victimes, tandis que d'autres cadavres étaient accrochés à des jeeps et traînaient dans les rues pour célébrer la victoire. Ce fut le début d'une lutte à mort, la bataille des hôtels, qui devait se terminer par le morcellement total de la capitale. Le Parti chrétien, en représailles pour les pertes subies, bombarda au mortier les immeubles du front de mer, un bombardement qui dura des mois. Mais chaque fois que le tir était trop court, des obus tombaient dans les quartiers très peuplés, situés en retrait, faisant des victimes, surtout parmi les femmes, qui patiemment se tenaient dans les files d'attente, ou parmi les enfants en train de jouer dans la chaleur étouffante de la grande ville. Les gens se terraient dans leurs sous-sols ou dans les caves, des restes humains gisaient dans les rues, et personne n'osait s'aventurer pour les enlever.
Les écoles et les magasins étaient fermés et la ville comme réduite à l'état de léthargie, tandis que le bombardement insensé qui frappait au hasard se poursuivait sans relâche. Lamia, là dans la cuisine et empoignant le rebord de l'évier pour raffermir ses nerfs en plot. Elle se sentait à bout de force, incapable d'en supporter davantage. Si seulement il pouvait s'en aller quelque part, comme le faisaient des milliers d'autres, loin du grondement sourd et continu de la canonnade, loin de l'étouffement que produisait la peur. Elle vit son père qui remontait le sentier et elle courut à sa rencontre. Il continuait à exercer une sorte de commerce pas tout à fait régulier et venait d'aller porter du tissu à un voisin en haut de la rue. Papa, s'écria-t-elle, on ne pourrait pas s'en aller? Il se passe des choses terribles en ville. Combien de temps encore allons-nous pouvoir supporter tout cela? Elias l'attira à lui, sentant bien qu'elle était à la limite de ses forces. Samy vint les rejoindre. Il expliqua qu'il était impossible d'aller dans la montagne car on se battait sur presque toutes les routes. Néanmoins, des avions surchargés, emportant des familles entières frappées de panique, parvenaient encore à décoller de l'aéroport, et des flottilles de petits bateaux effectuaient toujours la traversée jusqu'à l'île de Chypre, depuis le nord de la capitale. Il regarda ses enfants d'un air songeur. Je pourrais vous envoyer à Chypre, chez le cousin du beau-frère de votre tante, dit-il enfin. Je crois qu'il... Mais papa, il n'est pas question d'aller sans toi. Pourquoi ne peux-tu pas venir aussi? Parce que si je cesse de gagner de l'argent, comment pourrez-vous vivre? De plus, nous n'avons rien d'assuré pour l'avenir, excepté ce qui est investi dans cette grande maison. Notre propriété, c'est notre fortune. Elle est tout ce qui nous reste. Si nous partons, la maison sera pillée ou occupée, ou les deux à la fois, et nous ne pourrons jamais y rentrer. Je ne vous ai pas encore raconté ce que je viens d'apprendre au sujet de la sœur de Samira, qui habitait une maison un peu plus bas, tout près du camp. Quoi donc? C'est Samira qui te l'a raconté? Un sourire se dessina sur leur visage fatigué, car Samira, c'était une grande femme, musclée, dont les histoires, quand elle les racontait, avaient une saveur particulière. Oui, le mari de sa sœur décida qu'ils iraient à Chypre avec les enfants et laisserait sa mère dans la maison. La vieille dame descendait à la boulangerie un matin et, quand elle revint, une famille venue du camp avait pénétré par effraction et pris possession des lieux. Ils l'empêchèrent de rentrer et même de prendre ses affaires. Le père braqua sur elle son fusil en lui disant de déguerpir, ce qu'elle fit. Elle habite en ce moment avec Samira et j'avoue que je la plains. Tu vois bien qu'il faut que je reste ici, mais si vous voulez partir, je tâcherai de prendre les dispositions nécessaires. C'est comme la nuit où il disait à maman de nous conduire au bateau, pensa Lamia. Mais elle n'a pas voulu le quitter, et moi non plus. Rien n'a vraiment d'importance tant que nous restons ensemble. J'aime mieux rester avec toi, fit-elle, mais si Samy veut partir, je ne veux pas, dit brusquement Samy. Il n'avait pas encore réalisé alors que tant de choses lui étaient enlevées, combien il était attaché à son père et à sa sœur. Mais il comprit soudain que, loin d'eux, il ne serait qu'une épave flottante, un réfugié sans appartenance. C'est peut-être ce qu'il y a de bon dans le danger, pensa Lamia. Cette prise de conscience de l'importance qu'on a les uns pour les autres. On ne sait pas à quel point l'affection vous lie tant que le danger ne vous a pas menacé. Je voudrais que Huda soit ici avec nous, dit Lamia. Et Moumi, ajouta Samy tendrement. Ils se rapprochèrent de leur père et lui sourirent. La tension se dissipait et Chypre ne fut plus mentionnée. Lamia aussi plaignait Samira qui, déjà, avait dû se débrouiller pour loger une famille de cousins dont la maison s'était effondrée. Aussi, 2 jours plus tard, profitant d'une accalmie, elle sortit avec précaution et se glissa dans la rue pour aller lui rendre visite. Elle trouva Samira d'excellente humeur. On introduisit Lamia dans une pièce encombrée de meubles.
et de Jean. On l'invita à s'asseoir et on lui servit du café noir. Je suis vraiment navré d'apprendre ce qui s'est passé pour la maison de votre sœur, dit Lamia, et dire qu'ils ont gardé aussi toutes ces affaires. Pas du tout. Samira rejeta la tête en arrière et son opulente poitrine fut secouée d'un grand éclat de rire. J'y suis allé avec une charrette et nous avons tout repris. Bien sûr, maintenant, c'est à peine si on peut bouger ici, mais ça vaut mieux que d'avoir tout perdu. La famille, les cousins et la tante juchaient un peu partout dans la pièce sur ce qui ressemblait plutôt à l'intérieur d'un magasin de meubles, se joignirent à l'hilarité de Samira. Vous les avez repris, s'exclama Lamia, stupéfaite. Et ils n'ont pas tiré sur vous? Mais est-ce qu'ils ne vont pas chercher à vous tuer maintenant? Qu'ils essayent un peu, fit Samira, avec un petit rire. Ils n'iront pas s'aventurer si loin dans un quartier chrétien. La voisine de ma sœur n'osait rien dire, mais elle surveillait la maison. Un soir, elle m'a envoyé son petit garçon. Il est arrivé ici en courant pour dire que le père et l'aîné des fils étaient descendus au camp en emportant avec eux leurs fusils. Alors je suis parti. Votre mari vous a accompagné? Demanda Lamia. Non, non, il avait peur. Elle tendit brusquement la main en direction d'un petit homme qui risquait un œil par-dessus un dos de fauteuil en guise d'excuse. Il y avait une charrette. Je n'ai eu qu'à la prendre. J'ai emmené mes deux fils, ils avaient peur aussi, mais ils ont fait ce que je leur ai commandé. Quand on est arrivé à la maison, j'ai frappé. Quand ils ont ouvert la porte, on a foncé. Moi aussi, j'avais un fusil. On est venu chercher le mobilier, j'ai dit. Vous ne pouvez pas le prendre, ils ont dit. On est venu pour ça. Et j'ai dit d'un ton sans réplique, et puis mon fils a braqué son fusil. Leurs hommes avaient emporté leurs armes, alors ils ne pouvaient rien faire d'autre que pleurer. On a tout sorti de la maison? Oui, tout. Hier soir, ils ont couché par terre, sans couverture, et aujourd'hui, ils mangent par terre, si on peut dire qu'ils mangent, parce qu'ils n'ont plus rien pour faire la cuisine. Elle partit à nouveau d'un grand éclat de rire, et la famille avec elle. Le fils aîné fut seul à protester. C'est pas vrai, maman, tu as laissé des couvertures pour les enfants et tout ce qu'il fallait pour le bébé. Samira parut un peu confuse. Oh, naturellement, le bébé, admit-elle. Je ne voudrais pas faire de mal à un bébé. Mais les autres, une fois encore, ce fut l'hilarité générale et Lamia se mit à rire avec eux, à tel point que des larmes leur coulaient sur la figure. Ce fut une visite très gaie. L'éclatement d'une nouvelle explosion l'avertit qu'il était temps de rentrer. Elle arriva à la maison hors d'haleine, mais riant toujours. Elle trouva son père et Samy penchés sur la radio et lui firent signe de venir écouter. Les chefs des deux partis sont revenus de la conférence de Damas, dit le père. Ils sont en train de discuter des propositions de paix. S'ils ne tombent pas d'accord, eh bien, ce sera l'invasion par les Syriens qui ont massé leurs tanks et leurs troupes à la frontière. Mais tout laisse supposer qu'ils vont trouver une possibilité d'entente. La paix, se dit Lamia. Si les combats s'arrêtent pour de bon, Annie viendra me voir. Elle contempla la montagne en fleurs. Jamais elle ne lui avait paru si belle. Le 1er avril, on annonça un nouveau cessez-le-feu, mais certains disaient qu'il s'agissait seulement d'un gel de 10 jours pour préparer la phase suivante de la guerre. Quoi qu'il en soit, la bataille avait pris fin et la population sortait des caves et des sous-sols. On recommença à respirer librement et l'on se mettait à déblayer les rues. Quelques-uns reprirent espoir et guettèrent le retour des absents et des disparus. Par un beau matin d'avril, Annie arriva, les yeux brillants, sain et sauf. Lamia l'avait aperçu la première, tandis qu'il montait d'un pas assuré le sentier sous les abricotiers en fleurs. Et parce que la paix était revenue, c'est ce que l'on se disait, elle savait que maintenant, elle allait oser l'aimer. Elle sentit un transport de joie parcourir tout son être, mais elle se contrôla, arrangea sa coiffure et alla lui ouvrir. Dieu soit loué. J'ai pu passer, dit-il.
le souffle court. Paix ou non, on continue à se canarder par endroits. Mais j'avais tellement envie de te voir que j'ai risqué le coup. Elle rougit et baissa les yeux car elle n'était pas encore prête à lui dire combien elle aussi elle avait désiré le revoir. Elle était l'enfant d'une paysanne pudique et réservée, et l'influence de sa mère demeurait forte. Nous allons prendre un café, Annie, dit-elle tout simplement, et puis nous sortirons. On pourrait monter jusqu'à l'église, s'asseoir au soleil. Il souriait en attendant qu'elle revienne, car il l'avait vue rougir et cela ne lui déplaisait pas. Il aimait ces façons tranquilles que n'avaient pas altérées les manières désinvoltes et l'influence du monde occidental. Un feu qui couve est plus durable qu'une belle flambée, et il voulait que leur amour durât toujours. Pendant qu'ils buvaient leur café, il lui raconta ce qui s'était passé à l'hôpital durant toutes les semaines écoulées. La pénurie de personnel s'était fait durement sentir du fait que les médecins quittaient le pays en grand nombre et que l'hôpital se trouvant dans le quartier ouest, les infirmières qui demeuraient de l'autre côté de la ligne de démarcation ne pouvaient plus aller et venir. Tous ceux qui étaient restés quittaient rarement les lieux et vivaient comme tout le monde sous la menace des armes. Souvent, ils nous commencent le fusil à la main, dit Annie, d'un ton las. Dans une même journée, nous avons quelquefois nous occuper de 300 blessures causées par des éclats d'obus. Nous essayons de faire patienter les blessés les moins touchés pour soigner d'abord les cas les plus urgents. Mais quand un groupe de commandos palestiniens arrive avec un des leurs, ils se précipitent pour le faire passer en premier, brandissent leurs pistolets et nous menacent de lancer une grenade si on fait attendre leurs blessés. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à s'occuper de lui, et malheur à nous si ça tourne mal. Un jour, un des leurs est mort sur la table d'opération, et plutôt que d'affronter ceux de sa bande, le chirurgien est allé se changer et s'est échappé par une porte dérobée. Il eut un petit rire. Mais Lamia remarqua son air fatigué. Allons dans la montagne, fit-elle, c'est si bon de pouvoir marcher sans avoir peur, et qui sait combien de temps cela va durer. Ne t'y fie pas trop, dit-il d'un air sombre. 85 personnes ont été tuées dans les 24 heures qui ont suivi le cessez-le-feu. Ils ont pris l'habitude de canarder et ils ne peuvent plus s'arrêter. Mais une fois sur le chemin de la colline, ils oublièrent la guerre pour ne plus penser qu'à eux deux. Lamia s'attardait le long du chemin pour cueillir des fleurs, car c'était le moment de la pleine floraison, le temps qui précède de peu les longs mois de sécheresse. Et dans les champs, ce début d'avril, toutes les teintes se fondaient ensemble dans une grande symphonie de couleurs. Cyclamène, rose pâle et rose foncé, anémone pourpre, grande marguerite blanche, asphodèle rose en forme d'étoile, lupin bleu et jacinthe au ton mauve. Les couleurs et les parfums se mêlaient à leur bonheur et le pénétraient de beauté. Soudain, Annie demanda « Où est Moumi? Je ne l'ai pas vu à la maison. » Elle leva les yeux. « Non, dit-elle d'un ton calme. Il est retourné chez les siens. Viens t'asseoir sur la terrasse sous le figuier là-bas, et je te raconterai tout. » Elle lui raconta tout, effectivement. Comment elle avait accepté l'amour de Jésus et lui avait confié sa vie après la réunion ce samedi-là. La décision qu'elle avait prise ensuite, la rencontre avec la grand-mère de Moumi et le grand vide qui avait suivi. Il l'écoutait avec une joie grandissante car si elle partageait avec lui cette foi vivante qui avait tant bouleversé sa propre vie, alors il ne voyait plus aucun obstacle à leur union. « Tu as bien fait de rendre Moumi au sien, dit-il quand elle eut fini. Mais je suis sûr que ça a dû être dur pour toi. » Oui. Et pourtant, d'une certaine manière, tout au fond de moi, je suis plus heureuse. Toutes ces dernières semaines, comme les écoles étaient fermées, j'ai eu plus de temps pour lire la Bible que tu m'as donnée. Et je découvre beaucoup de choses. Lesquelles, la mienne? Elle jeta un coup d'œil là-haut vers la colline, là où se dissimulait la tombe d'Amine derrière un rideau de cyprès. Dis-moi ce que tu apprends. Elle le regardant en souriant. J'ai appris des choses sur la mort. J'ai lu
et relu ce chapitre d'Ésaïe que tu m'avais montré au début. Et j'ai été frappé. Si le Christ a réellement porté nos souffrances, si nous avons accepté d'être purifiés par le sang qu'il a répandu, pourquoi devrions-nous souffrir encore? Sans aucun doute, quand nous mourrons, si nous croyons en lui, il nous déclare pardonnés et il nous accueille. Oui, je pense que oui. Je crois que c'est ainsi. Le raisonnement d'Annie ne l'avait pas conduit si loin, mais il n'avait pas, comme Lamia, il est vrai, perdu deux de ses proches, chair de sa chair, Amine et Rosa.